C'était une grande découverte pour moi quand j'ai lu, il y a quelques années, un livre de quelqu'un qui n'est pas du tout un théoricien du cinéma, ni un penseur du regard, quelqu'un qui s'appelle Walter Murch et qui est tout simplement un monteur de cinéma, qui a été le monteur de Francis Ford Coppola, aussi le mixeur, parce que c'est quelqu'un, et ça c'est important, qui a travaillé aussi sur le son beaucoup. Qui a travaillé donc avec Coppola sur des films comme Conversation secrète ou Apocalypse Now. Et Walter Murch donc, est l'auteur d'un petit ouvrage qui est vraiment un ouvrage d'un artisan du regard, si j'ose dire, qui s'intitule dans la traduction française En un clin d'œil. En anglais, c'est In the blink of an eye. Et dans ce texte, il développe toute une théorie de ce que j'aurais envie d'appeler, c'est pas exactement sa terminologie, le phrasé du regard, une sorte de phraséologie du regard. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il montre avec ces mots, qui sont ceux d'un praticien du cinéma, ce qu'il montre, c'est que quand on regarde, on phrase, ce qui veut dire qu'on ponctue. Et comment ponctue-t-on? Eh bien, il le dit très simplement avec les paupières. Donc les paupières apparaissent presque à la lecture de son livre comme l'équivalent du clap, le clap de la prise de vue, quand il y a des prises de vue de cinéma. Ces deux morceaux de bois finalement qui donc interrompent l'image. Et ce que dit de façon très forte Walter Murch, c'est que pour voir, il faut qu'il y ait de la distinction, de l'espacement, de la différence, si j'ose dire, dans le regard. Au fond, il faut qu'il y ait de la ponctuation. Il a une très belle comparaison. Il dit que si le réel qui se donne à voir n'était pas discontinu, c'est-à-dire si on ne le rendait pas discontinu, au fond on ne verrait rien, et ce serait comme un texte non ponctué, un texte dans lequel il n'y aurait pas d'espace entre les mots. Finalement, dans ce cas, le réel ressemblerait un peu à ces anciens manuscrits de l'Antiquité gréco-latine, dans lesquels il n'y avait pas d'espace entre les mots, ce qu'on appelait scriptio continua, et manuscrits qui, pour être lus, devaient être en quelque sorte préparés. Il fallait voilà, inscrire des pauses, des coupures pour faire sens de ce flux de lettres que rien ne séparait. Donc il dit que c'est la même chose pour le regard. Donc nous clignons des yeux, au fond, pour phraser ce que nous voyons, et sans ce phrasé ponctuant, il n'y aurait pas de regard. Ça m'a intéressé aussi, au-delà de ce que dit explicitement Walter Murch, mais en suivant quand même certaines de ses suggestions très frappantes, ça m'a intéressé parce que il dit quelque part, en passant, je crois sans vraiment réaliser les conséquences de ce qu'il propose, il dit que le monteur, par rapport au cinéaste, est dans la même position que celui qui écoute par rapport au rêveur. Alors ça, c'est très frappant parce qu'au fond, il place le monteur dans la position de l'analyste, finalement, mais comme si c'était une posture d'analyste qui ne viendrait pas après coup, mais qui serait en quelque sorte simultanée à chacun de nos coups d'œil, finalement. Je m'explique. Je ne pense pas du tout que toute cette théorie du montage qu'on trouve chez Walter Murch doivent être cantonnés dans le champ du cinéma. Au fond, je pense que dans chacun de nos regards, chacun de nos coups d'œil, dans tous les mouvements qu'on fait avec les yeux, mais aussi dans cette constante ponctuation qui est celle de nos clignements d'yeux, eh bien, il y a du cinéma dans le regard naturel. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette théorie du montage de Walter Murch, c'est qu'au fond, le regard de la perception naturelle, comme dirait Merleau-Ponty, c'est déjà un regard cinématographique. C'est au fond ce qui m'est arrivé d'appeler un regard archi-filmique ou archi-cinématographique, comme s'il y avait déjà du cinéma dans tout regard, avant même l'invention du cinéma ou avant même l'appareillage du regard par la caméra.
Donc, les paupières ponctuent, les paupières sont déjà un montage, en fait, dans le regard. Et s'il n'y avait pas ce montage, il n'y aurait pas la possibilité pour nous de regarder, de voir. En relisant ce texte de Walter Murch et en travaillant dessus, puisqu'il m'a vraiment donné beaucoup à penser, il s'est produit une sorte d'intersection, de choc même, avec une phrase de Derrida dans un très beau livre qui s'intitule Le toucher, Jean-Luc Nancy, un livre qui est dédié à Jean-Luc Nancy et qui est une méditation sur le toucher, notamment dans l'œuvre de Jean-Luc Nancy. Eh bien, Derrida a une phrase qui apparaît dès le début du livre, dans les premières pages du livre, et qui est une phrase très mystérieuse parce qu'il ne la développe pas vraiment, qui semble être posée là, mais sans vraiment de conséquences. Cette phrase dit très exactement ceci: « Quand nos yeux se touchent, fait-il jour ou fait-il nuit ?» Alors, cette phrase-là, évidemment, si on la pense depuis cette théorie du montage que développe Walter Murch, elle dit beaucoup et sans doute elle permet de faire un pas de plus aussi par rapport à ce que dit Walter Murch. Puisqu'au fond, ce que Derrida suggère avec cette phrase, c'est également une interruption du regard. Fait-il jour ou fait-il nuit? C'est-à-dire, voit-on ou ne voit-on pas? Y a-t-il de la lumière pour voir, ou est-ce que cette lumière est interrompue? Mais l'interruption en question, c'est-à-dire la ponctuation du regard, eh bien, elle se produit depuis le regard de l'autre. Quand nos yeux se touchent, fait-il jour ou fait-il nuit? J'ai beaucoup médité autour de cette phrase, j'ai beaucoup rêvé même autour de cette phrase, beaucoup plus que ce que le contexte dans le livre de Derrida ne permet d'en penser. Et voilà, je rêvais même des situations absurdes. Enfin, par exemple, le regard de l'autre qui littéralement touche le mien. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Deux yeux qui sont en contact, qui se touchent vraiment. Mais bon, évidemment, ça peut être aussi un contact à distance, le regard de l'autre qui tout d'un coup interrompt le champ de ma visibilité. Mais aussi, il y avait une dernière possibilité qui m'est apparue plus tard, c'est que nos yeux se touchent, non seulement quand le regard de l'autre interrompt le mien, mais nos yeux se touchent aussi tout simplement quand on cligne des paupières. Finalement, c'est très étrange cet organe, la paupière. C'est un organe fait de deux membranes, ça ressemble un peu à des lèvres, les lèvres d'une bouche, d'un sexe. C'est deux membranes qui se touchent et qui, en se touchant, eh bien, justement, font la nuit au milieu du jour, et donc ponctuent sans cesse, à répétition, cette visibilité, pour la rendre possible. Mais ce que la phrase de Derrida quand même donnait à penser, c'était que cette ponctuation, c'est précisément la ponctuation de l'autre. Quand nos yeux, il y en a plusieurs, quand nos yeux se touchent. Et alors je me suis mis à penser à cette possibilité à la fois folle, mais qui en même temps, je crois, habite précisément chacun de nos regards, à savoir que ce serait l'autre qui cligne des yeux pour moi, en moi. Quand je cligne des yeux, au fond, c'est l'autre en moi qui produit ce clap ou cette interruption, comme si je clignais avec les paupières de l'autre, ou comme si c'était l'autre qui faisait cligner mes paupières. Et c'est là que je suis tombé sur ce détail ou cette donnée physiologique qui m'a rempli de joie et de fascination, qui est ce qu'on appelle la troisième paupière. Alors évidemment, cette expression, c'est une expression qui existe, hein, c'est comme ça qu'on désigne en fait un organe qui existe chez certains animaux, chez les reptiles. Donc c'est vraiment une troisième membrane qui peut couvrir l'œil pour le protéger. Chez l'homme, il y en a une sorte de résidu qui est cette petite membrane qu'on a dans le coin de l'œil, mais qui ne sert plus à rien. Mais évidemment, l'expression même, la troisième paupière,
résonnait avec la troisième oreille, cette expression qu'on trouve chez Nietzsche, mais aussi surtout chez Theodor Reich plus tard, qui est au fond cette oreille de l'analyste, cette oreille de l'autre. Voilà, donc la troisième paupière, qui porte un autre nom également en physiologie, un nom qui est extrêmement intéressant, ça s'appelle également le corps clignotant. Voilà. Alors le corps clignotant, pour moi, c'est devenu une sorte de mot d'ordre pour essayer de penser finalement qu'est-ce qui se passe dans le regard. Le regard, c'est nécessairement ce clignotement des paupières. Walter Murch, pour revenir à lui, a des exemples à la fois très parlants, très drôles aussi parfois. Il dit que qu'on a tous certainement vu quelqu'un qui était tellement en colère qu'il ne clignait plus du tout des yeux, ou au contraire, dans des moments d'émotion, on peut cligner des yeux de façon extrêmement fréquente, enfin, avec des répétitions, une scansion comme ça très, très, très marquée. Et alors, ce corps clignotant, c'est au fond ça que j'appellerais le corps regardant, ou le corps du regard. C'est ce corps clignotant dont la fréquence de clignotement est sans cesse variable, et qui est surtout dictée par un rythme, en quelque sorte, ou un phrasé qui vient de la ponctuation de l'autre.